Mes amis, faites une pause. Mettez de côté les distractions et écoutez attentivement. L'histoire que je partage ce soir est plus qu'un conte. C'est une expérience, un voyage au cœur d'un mystère façonné par l'eau. Ce récit va changer votre façon de voir le monde, révélant le sacré dans le quotidien et nos liens oubliés avec la nature. Il s'intitule « Les larmes de Mami Wata », enracinées sur les rives du fleuve Mono entre le Togo et le Bénin. Transmise de génération en génération, c'est une histoire orale vivante, pas une simple fiction. Si vous partez maintenant, vous ne saurez jamais pourquoi les pêcheurs évitent la rivière les nuits de pleine lune, ou pourquoi certaines femmes du village ne peuvent pas pleurer tandis que d'autres ne s'arrêtent jamais. Les réponses se trouvent à la fin de l'histoire. Écoutez, et laissez les secrets de la rivière vous transformer. Le son de l'eau ne sera plus jamais le même. Restez avec moi, c'est une histoire que vous n'oublierez jamais. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le secret le plus profond de la rivière n'est révélé qu'aux derniers instants. Cette vérité est si puissante que même les anciens ne la murmurent qu'à leurs plus proches. La comprendre, c'est saisir l'âme du fleuve Mono et l'esprit qui le garde. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi Mami Wata a pleuré des larmes si amères qu'elles ont empoisonné la rivière? C'est une histoire de tragédie, de sacrilège et de la justice qui a suivi. Il y a 80 ans, dans le village de pêcheurs d'Anéo, la vie s'écoulait au rythme du fleuve. Les villageois dépendaient du fleuve pour tout, le vénérant à la fois comme pourvoyeur et comme divinité. Leurs rituels et leurs histoires tournaient autour de l'esprit du fleuve, sachant que le respect apportait la prospérité et la colère, le malheur. Dans ce monde de tradition et de révérence, notre histoire commence. Un calme avant une tempête qui allait tout changer. Le destin du fleuve et celui de son peuple étaient sur le point d'être réécrits. Au cœur d'Anéo vivait Akosiwa, une femme d'une beauté et d'une grâce extraordinaires. Ses yeux reflétaient la rivière, verts dans la paix, orageux dans la colère. Mais son véritable don était sa connexion à l'eau. Elle pouvait lire ses humeurs avec une précision surnaturelle. Les pêcheurs recherchèrent ses conseils avant de jeter leurs filets, faisant confiance à ses instincts par-dessus tout. Les anciens croyaient qu'elle portait le sang de Mami Wata, l'esprit de la rivière, dans ses veines. Akosiwa était considéré comme un pont entre l'humain et le divin. Sa naissance était légendaire, née pendant un orage, serrant une perle d'eau douce parfaite. Cette perle, brillant d'une lumière éthérée, était un signe de Mami Wata elle-même. La vie d'Akosiwa était entrelacée avec l'esprit de la rivière, son destin marqué dès le début. Elle n'était pas seulement une femme, mais l'âme vivante de la rivière. Sa présence était à la fois une bénédiction et un avertissement. La perle d'Akosiwa était son bien le plus précieux, toujours porté près de son cœur. C'était plus qu'un bijou, c'était son lien avec Mami Wata, son ancre spirituelle. Elle sentait la présence de la rivière en permanence, un murmure dans les roseaux, une brise sur sa peau. Ses journées se passaient en communion avec l'eau, parlant une langue que seuls elle et les esprits comprenaient. Mais la nouvelle de sa beauté et de son pouvoir se répandit au-delà d'Anéo, portée par les commerçants et les voyageurs. Sa légende grandit, attirant une attention à la fois respectueuse et dangereuse. La paix qu'elle connaissait était fragile, menacée par ceux qui la voyaient comme un trophée. Le lien sacré d'Akosiwa allait bientôt être mis à l'épreuve par des étrangers qui ne comprenaient pas. L'harmonie de la rivière était sur le point d'être brisée. La scène était prête pour une tragédie qui souillerait l'eau de tristesse. En mars 1943, Kofi Mensah arriva à Anéo, un riche marchand d'Accra, détonnant dans ses costumes de ville. Il avait entendu parler de la beauté et des dons mystiques d'Akosiwa, et la voyait comme un trophée à conquérir. Kofi, forgé par l'influence coloniale, rejeta les croyances des villageois comme de la superstition. Il ne voyait pas Akosiwa comme une personne,
mais comme un symbole de statut et de pouvoir. Sa cour était transactionnelle, des cadeaux somptueux, des promesses de richesse et une vie en ville. « Viens avec moi à Accra », disait-il. « Tu auras des domestiteurs, une grande maison, des voitures. » Mais il n'a jamais cherché à comprendre son cœur ou son monde. Pour Kofi, l'amour était hors de propos. La possession était tout. La résistance d'Akosiwa ne fit qu'alimenter sa détermination. Le village observait, mal à l'aise, alors que les intentions de l'étranger devenaient claires. La rivière sentait la tempête approcher. L'équilibre entre les mondes était sur le point de se rompre. Pourtant, malgré l'opulence de ses offrandes, Akosiwa refusa poliment mais fermement ses avances, encore et encore. Son esprit ne pouvait être acheté, son cœur n'était pas à vendre. Elle ne pouvait concevoir de quitter la rivière. La pensée de cela était comme envisager la vie sans air à respirer. C'était un lien qui allait plus loin que la logique, une connexion essentielle à son être même. Loin de la présence constante de l'eau, elle savait qu'elle se flétrirait et s'éteindrait, comme une plante de rivière arrachée à ses racines nourricières et laissée à mourir sur la terre sèche et poussiéreuse. Son âme était attachée à cet endroit, au courant et aux marées qu'il avait façonné depuis sa naissance. « Mon cœur appartient à ces rives », lui expliquait-elle, sa voix douce mais inébranlable, sa main touchant instinctivement la perle à son cou. « Ma place est ici, parmi les miens, près de l'eau qui me donne la vie. » Son refus était une source de profonde confusion pour Kofi. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre son raisonnement. Dans son monde, le pouvoir et la richesse étaient les objectifs ultimes. Comment une femme, surtout issue d'un milieu aussi simple, pouvait-elle préférer la simplicité rustique d'un pauvre village de pêcheurs au glamour et au luxe de la vie citadine? C'était un choix illogique, un affront à tout ce qu'il valorisait et comprenait du monde et de la place d'une femme en son sein. Sa persistance augmenta, le côté lisse de sa cour s'aiguisant en quelque chose de plus exigeant, de plus insistant. Ses visites devinrent moins une question de persuasion et plus de pression. La frustration s'insinua dans son ton, qui ne tarda pas à se transformer en menaces pures et simples. « Tu ne sais pas ce que tu perds, Akosiwa » la prévint-il, ses yeux se durcissant. « Je ne resterai pas patient éternellement. Tu regretteras cette décision. » La façade agréable s'effondrait, révélant la nature laide et possessive qui se cachait dessous. La tension dans le village commença à monter, un malaise palpable s'installant sur la communauté comme un épais brouillard. L'étranger de la ville n'était plus une curiosité, il était une menace pour leur paix. La situation devint si tendue qu'un soir, les anciens du village convoquèrent une réunion d'urgence. Ils étaient nés profondément inquiets. Ils savaient que Kofi Mensah n'était pas seulement un homme riche, il était influent. Il avait des relations au sein de l'administration coloniale, le pouvoir de créer de sérieux problèmes pour leur petite communauté isolée s'ils le souhaitaient. « Akosiwa » dit l'aîné d'entre eux, sa voix lourde d'inquiétude. « Cet homme ne nous laissera pas en paix tant que tu ne lui auras pas donné une réponse finale. Peut-être devrais-tu considérer sa proposition pour la sécurité de nous tous. » Mais Akosiwa, résolu, secoua simplement la tête avec une ferme finalité. Elle porta sa main à sa perle, puisant sa force dans sa connexion sacrée. « Jamais, dit-elle, sa voix claire et forte. Je préférerais mourir plutôt que de trahir ma nature. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, s'avéreraient bientôt tragiquement prophétiques. Kofi Mensah n'était pas homme à accepter un refus. Sa fierté, blessée par le rejet inébranlable d'Akosiwa, s'est transformée en une détermination sombre et dangereuse. Dans son esprit, sa défiance était une insulte intolérable, un défi à son autorité et à sa vision moderne du monde. Si elle ne venait pas à lui de son plein gré, alors il la prendrait par la force. Il décida que le temps de la persuasion était révolu. Par la nuit sans lune du 15 mai 1943, une date à jamais gravée dans la mémoire du village, il revint à Anéo. Il n'était pas seul cette fois. Il avait amené avec lui 6 hommes de main,
Des figures rudes, armées d'un sinistre dessin, leurs ombres s'étirant longues et menaçantes sous la faible lumière des étoiles. Ils agirent avec une efficacité brutale, descendant sur la modeste hutte d'Akosiwa pendant qu'elle dormait, ses rêves remplis des doux sons de la rivière. La violence soudaine brisa la paix nocturne du village. Ils prirent d'assaut sa maison, étouffant ses cris avec un tissu grossier, lui liant les mains et la traînant de la chaleur de son lit dans l'obscurité terrifiante. Elle fut emportée, captive prise par la force, son monde bouleversé en quelques instants. Les hommes travaillèrent rapidement, leurs actions motivées par le paiement et la peur de leur employeur, leur présence une profanation de la tranquillité sacrée du village, ne laissant derrière eux qu'une porte brisée et un silence glaçant. Mais voici, mes amis, le détail que si longtemps personne n'osa prononcer à voix haute. C'est la partie de l'histoire qui transforme un enlèvement cruel en un acte de blasphème impardonnable. Dans la lutte pour maîtriser Akosiwa et l'emporter, Kofi Mensah commit un sacrilège d'une telle ampleur qu'il n'aurait jamais pu en comprendre les conséquences catastrophiques. Pour s'assurer qu'elle ne puisse utiliser sa connexion spirituelle pour s'échapper ou appeler à l'aide, pour la couper de sa source de pouvoir, il arracha la perle sacrée de son cou. Il la tint un instant, ce don divin de Mamiwata. Puis, avec un rictus de mépris absolu, il la lança dans les eaux sombres et agitées du fleuve Mono. « Finis vos superstitions arriérées !» cracha-t-il, sa voix dégoulinante de mépris, tandis que la perle disparaissait sous la surface. « À Accra, tu apprendras à vivre comme une femme civilisée. » Il croyait n'avoir fait que jeter un bibelot sans valeur, un symbole des croyances primitives qu'il méprisait tant. Il n'avait aucun moyen de savoir ce qu'il avait réellement fait. Mes amis, vous devez bien comprendre ceci. Dans nos traditions, rompre violemment le lien sacré entre une fille de l'eau et son esprit gardien, c'est les condamner tous les deux. C'est un acte qui déchaîne une douleur et une rage capables d'empoisonner le monde même, car Akosiwa n'était pas n'importe quelle femme. Elle était le vaisseau vivant et respirant de la présence de Mamiwata dans cette région. À l'instant précis et terrifiant où la perle sacrée a brisé la surface de l'eau, le fleuve Mono lui-même a semblé hurler d'agonie. Les courants calmes et sombres ont commencé à bouillonner et à écumer comme chauffés par un feu souterrain. Une terrible transformation a eu lieu. Tout le long des rives, les poissons se sont soudainement convulsés et ont flotté ventre en l'air à la surface, leurs écailles argentées scintillant sans vie dans la faible lumière. L'eau elle-même, autrefois une force claire et vivifiante, a commencé à s'assombrir, passant de sa teinte brunâtre naturelle à un noir opaque, non naturel, épais et visqueux comme de l'encre. Et puis, de quelque part au plus profond des profondeurs tourmentées de la rivière, un son s'est élevé. C'était un cri d'une douleur si profonde, si déchirante, que chaque créature de la forêt environnante est instantanément tombée silencieuse. C'était le cri de Mamiwata. À ce moment-là, l'esprit de l'eau a ressenti la violation comme une lame plongée dans son propre cœur. Elle avait senti le lien sacré avec sa fille terrestre être violemment déchiré. Elle savait, avec la certitude omnisciente d'une divinité, qu'Akosiwa lui avait été volé, arraché à la terre et à l'eau qui était son droit de naissance. La rivière, qui était le corps même de Mamiwata, a réagi à son immense chagrin et à sa fureur. L'angoisse de l'esprit n'était plus une tristesse silencieuse. Elle était devenue une force de destruction physique, tangible, qui commençait à peine à faire sentir sa présence sur la terre et ses habitants inconscients. Loin de là, à Accra, Akosiwa commençait à dépérir. Confinée dans la prison opulente de la grande maison de Kofi, elle était comme une fleur privée de soleil et d'eau. Sans sa perle, sans le contact constant et vivifiant avec sa rivière, ses énergies vitales s'épuisaient de jour en jour. Sa force vitale s'amenuisait, la laissant une coquille vide de son ancien moi. Kofi, aveuglé par son orgueil possessif
et obsédé par la simple possession physique de sa beauté, ne voyait pas la vérité. Il ne remarquait pas que son précieux trophée mourait lentement, inexorablement sous ses yeux, son esprit coupé de son encre. Il avait capturé son corps, mais ce faisant, il avait commencé à éteindre son âme. Il l'avait placé dans une cage dorée, entourée de tout le luxe qu'il pouvait imaginer, mais pour Akoshiwa, c'était un enfer stérile. C'était une créature de l'eau, maintenant piégée dans une terre sèche et étrangère. La séparation la tuait littéralement. Chaque nuit, son sommeil était hanté par des rêves de la rivière. Elle pouvait entendre les cris désespérés de Mami Wata résonner au loin, une lamentation de chagrin et de rage, appelant sa fille perdue. Car voyez-vous, mes amis, c'est la terrible vérité. Quand Mami Wata pleure, ses larmes ne sont pas faites d'eau. Ses larmes sont un poison puissant, et elles se déversent dans les rivières, les rendant toxiques. Et Mami Wata pleurait. Elle pleurait sans fin. 3 longs mois passèrent. Chaque jour une éternité pour la captive et la maudite. Dans la ville animée d'Accra, Akoshiwa était devenue l'ombre d'elle-même, un fantôme hantant les pièces luxueuses de la maison de Kofi. Ses magnifiques cheveux, aussi longs qu'une rivière, autrefois sa gloire, tombèrent maintenant par mèches tristes, jonchant les oreillers de soie. Sa peau, jadis couleur de miel chaud, avait pris une pâleur terne et grisâtre, comme le limon d'un ruisseau mourant. Et ses yeux incroyables qui avaient autrefois reflété les humeurs de la rivière Mono, étaient maintenant vides et sans vie. Ils avaient perdu leur couleur changeante, devenant aussi plats et creux que des pierres de rivière sèche, sans reflet, sans lumière, sans vie. L'esprit vibrant en elle s'éteignait, jour après jour d'agonie. Kofi Mensa, l'arrogant marchand, commença enfin à ressentir une pointe d'alarme. Sa fierté initiale de sa conquête s'était aigrie en une inquiétude croissante. Cette créature pâle et silencieuse n'était pas le trophée radieux qu'il avait imaginé exhiber à ses pairs. C'était une chose brisée, une fleur fanée, et son déclin rejaillissait mal sur lui. Il fit venir les meilleurs médecins que la ville pouvait offrir, des hommes de médecine occidentale avec leurs explications scientifiques. Quand ils échouèrent, il consulta des guérisseurs traditionnels et même de puissants marabouts, désespérés de trouver une solution. Mais personne ne pouvait diagnostiquer cette étrange maladie qui consumait la belle jeune femme. Il ne voyait que les symptômes physiques, aveugles à la blessure spirituelle qui était la véritable source de son déclin. Malgré tout, Akoshiwa n'avait qu'une seule supplication, un murmure qui s'affaiblissait de jour en jour. « Je veux rentrer chez moi », implorait-elle, sa voix un souffle fragile et rauque. « Laissez-moi retourner à la rivière, s'il vous plaît. » Ces mots étaient un refrain constant et plaintif dans l'opulente maison, un son qui irritait les nerfs de Kofi. Mais son orgueil tenace ne lui permettait pas de céder. « Jamais !» répondait-il, sa voix dure d'obstination, refusant d'admettre son erreur. « Tu es ma femme maintenant. Ta place est ici avec moi. » Il ne pouvait pas, ne voulait pas, accepter que sa vie soit liée aux superstitions même qu'il méprisait si ouvertement. Il était piégé par sa propre arrogance. Mais un matin, son entêtement fut brisé par la terreur. Kofi se réveilla pour trouver Akoshiwa complètement immobile et inerte dans leur lit. Il toucha sa peau et recula. Elle était aussi froide que l'eau d'un puits profond et sombre. Sa respiration était si peu profonde, si faible, qu'il dut coller son oreille à ses lèvres pour détecter le moindre frémissement de vie. La panique, froide et vive, transperça enfin son orgueil. À ce moment-là, il réalisa qu'il était sur le point de tout perdre. La berçant dans ses bras, il sortit en trombe de la maison, la déposa dans sa voiture et s'éloigna de la ville à toute vitesse, reprenant la route poussiéreuse vers Aneo. Peut-être, juste peut-être, la ramener près de la rivière pourrait annuler les dégâts qu'il avait causés. Le voyage fut une course exténuante de 8 heures contre la mort. Pendant toute la durée, la vie d'Akoshiwa ne tenait qu'à un fil ténu,
son esprit oscillant entre le monde des vivants et le royaume sombre des morts. Kofi conduisait avec une fureur désespérée, ses jointures blanches sur le volant, ses yeux fixés sur l'horizon. Pourtant, une chose étrange et miraculeuse commença à se produire. Plus il se rapprochait du fleuve Mono, plus la vie semblait réintégrer le corps frêle d'Akosiwa. Une légère touche de couleur revint sur ses joues. Sa respiration, bien qu'encore superficielle, devint plus régulière. C'était comme si l'air même, maintenant humide à proximité du fleuve, était un médicament que son âme réclamait à grands cris. Quand ils arrivèrent enfin au village, la vue qui les accueillit était celle de la désolation. Le fleuve était noir et menaçant, et l'air était lourd de désespoir. Akosiwa était encore trop faible pour tenir debout seule, mais avec le soutien de Kofi, elle réussit à trébucher les derniers mètres jusqu'au bord de l'eau. Là, ses forces l'abandonnèrent complètement, et elle s'effondra sur la berge flétrie. Avec un effort tremblant et désespéré, elle tendit les mains, ses doigts atteignant la surface sombre et huileuse de l'eau. « Mamiwata » murmura-t-elle, sa voix se brisant, parlant non pas la langue des hommes, mais la langue sacrée des esprits. « Je suis revenue à la maison. » En réponse à son appel, l'eau noire commença à s'agiter. Elle bougea avec un but inhabituel, formant d'étranges vagues sinueuses qui déferlèrent vers la berge, léchant doucement les mains et les pieds tendus d'Akosiwa. Et puis, quelque chose d'absolument extraordinaire se produisit, un miracle dont furent témoins les quelques villageois stupéfaits qui s'étaient rassemblés pour observer. Des profondeurs troubles et empoisonnées du fleuve, un seul point de lumière s'éleva. C'était sa perle sacrée, remontant à la surface, où elle flottait, pulsant d'une douce luminescence surnaturelle qui perçait l'obscurité. Avec un regain de force, Akosiwa tendit la main, saisit la perle et replaça immédiatement le cordon familier autour de son cou. L'effet fut instantané et époustouflant. La force vitale inonda son corps comme si un interrupteur divin avait été actionné. Ses longs cheveux retrouvèrent leur éclat profond et lustré. Sa peau se réchauffa et rayonna à nouveau de sa teinte dorée et mielée. Elle se leva, non plus frêle, mais remplie d'une puissance nouvelle et formidable. Pourtant, son regard avait profondément changé. Il y avait maintenant une profondeur effrayante dans ses yeux, une sagesse ancienne et glaçante, comme si elle avait regardé dans l'abîme et en avait ramené un morceau. Kofi, voyant sa beauté retrouvée, poussa un soupir de soulagement. Il crut naïvement que l'épreuve était terminée. Il ne comprenait pas que pour lui, le pire était encore à venir. Les semaines qui suivirent s'étirèrent en une éternité angoissante pour Kofi Mensah. Le soulagement initial qu'il avait ressenti après le rétablissement d'Akosiwa s'évapora rapidement, remplacé par une terreur rampante et étouffante, alors qu'il commençait à comprendre la véritable nature de son malheur. Il était piégé. Sa richesse et son influence, les outils mêmes qu'il avait utilisés pour plier le monde à sa volonté, étaient totalement inutiles ici, sur les rives maudites du fleuve Mono. Il était prisonnier dans le village d'Aneo, contraint de compter sur la générosité prudente et mesurée des personnes mêmes qui l'avaient terrorisé. Les rôles avaient été inversés avec une précision terrifiante et surnaturelle, et sa vie ne lui appartenait plus. Il était soumis à une justice qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. Le riche et puissant marchand qu'il avait été autrefois commença à s'éroder, dépouillé couche par son enfermement et son impuissance. Il se transformait lentement, inexorablement, en un mendiant, un fantôme hantant les lisières de la communauté. Ses beaux costumes européens, autrefois symboles de son statut, devinrent déchirés et tachés, flottant lâchement sur sa silhouette amaigrie. Il perdit une quantité importante de poids, la chair semblant fondre de ses os sous la contrainte de sa peur et de son anxiété constante. Ses cheveux autrefois noirs furent prématurément parsemés de mèches grises, une manifestation physique frappante de la terreur qui le vieillissait de l'intérieur.
Il devenait un monument vivant à sa propre hubris, un avertissement pour tous ceux qui le voyaient. Mais, honnêtement, l'aspect le plus troublant de sa punition n'était pas la déchéance physique ou l'humiliation sociale. La véritable horreur commençait lorsque le soleil se couchait. Chaque nuit, alors que l'obscurité tombait sur le village, une compulsion irrésistible s'emparait de lui. Kofi se retrouvait attiré vers la berge du fleuve, son corps se déplaçant contre sa propre volonté comme s'il était tiré par une corde invisible. Ses pieds le portaient automatiquement au bord de l'eau, où il restait des heures, immobile dans les eaux troubles jusqu'aux genoux, les yeux fixés sur l'obscurité impénétrable et d'encre des profondeurs. Il était une sentinelle à la frontière d'un monde qui le revendiquait lentement. Les quelques villageois qui osaient s'aventurer après la tombée de la nuit et voyaient sa veillée solitaire et nocturne chuchotaient entre eux, leur voix empreinte de peur et d'une sombre certitude. Ils croyaient que Mami Wata l'appelait, son chant de sirène résonnant seulement dans son âme, l'attirant patiemment et délibérément vers sa perdition finale. Il finira dans le fleuve, prophétisaient les anciens, leurs paroles portant le poids d'un savoir ancestral. C'est le destin de tous ceux qui défient les esprits de l'eau. Le fleuve réclame toujours son dû. Ils observaient sa lente descente, non pas avec malice, mais avec une compréhension résignée des lois cosmiques qu'il avait si follement transgressées. Et en effet, Kofi lui-même sentait l'attraction implacable devenir plus forte à chaque nuit qui passait. L'eau avait commencé à lui parler, ses doux clapotis se transformant en murmures séduisants dans son esprit. Elle lui promettait la fin de ses souffrances, une libération du tourment de sa culpabilité et de sa peur. Elle lui offrait le doux oubli de la paix, un repos final dans son étreinte fraîche et silencieuse. Tout ce qu'il avait à faire était de faire quelques pas de plus, de s'abandonner au courant et de laisser l'eau sombre l'emporter vers le silence éternel. La tentation était immense, un appel constant et séduisant pour mettre fin à son existence misérable. Pourtant, Akosiwa était toujours là, une gardienne silencieuse veillant depuis l'ombre. Juste au moment où Kofi sentait sa résolution s'effriter, juste au moment où il était sur le point de faire ce dernier pas fatal dans les profondeurs, elle apparaissait sur la berge. Elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas. Elle le fixait simplement de son nouveau regard troublant, et la puissance de ce regard était suffisante pour briser l'enchantement de la rivière et le ramener du bord du gouffre. « Pas encore », disait-elle, sa voix un murmure mystérieux dans l'air nocturne, bien que parfois elle ne disait rien du tout. Ce n'est pas encore le moment. Sa présence était une étrange miséricorde, empêchant sa mort, mais prolongeant son agonie, s'assurant que sa punition suive son cours complet. Ce rituel nocturne, cette danse entre salut et damnation, commença à déchirer les derniers vestiges de la raison de Kofi. L'homme de logique et de raison était en train de s'effondrer. Il commença à se parler à lui-même, sa voix un murmure bas et constant alors qu'il se disputait avec les forces invisibles qui le tourmentaient. Il criait à la rivière, suppliant les voix que lui seul pouvait entendre. Son comportement devint de plus en plus erratique, ses yeux hagards d'une peur qui ne le quittait jamais. Les villageois, autrefois simplement méfiants à son égard, l'évitaient maintenant activement, leur peur de sa folie étant palpable. Il était un paria dans tous les sens du terme, isolé par une malédiction de sa propre création. Un jour, après des semaines de cette torture psychologique incessante, quelque chose à l'intérieur de Kofi Mensah finit par céder. Il n'en pouvait plus. Voyant Akosiwa marcher près de sa hutte, il courut vers elle et se jeta à ses pieds, le visage enfoui dans la poussière. « Pitié !» sanglota-t-il, les mots arrachés de lui dans une supplique brute et désespérée. « Je vous en supplie, je regrette ce que j'ai fait, j'étais un fou, laissez-moi partir, je jure que je ne vous importunerai plus jamais. » Il leva les yeux vers elle, son visage maculé de larmes et de terre, un homme brisé. Akosiwa le regarda un long moment, et pour la première fois depuis des mois,
Une lueur d'émotion humaine traversa son visage. Ce n'était ni de la colère ni du triomphe, mais une profonde tristesse. « Tu ne comprends toujours pas, Kofi, dit-elle doucement. Ce n'est pas moi qui te retiens ici, c'est ton propre égoïsme. Tu n'as jamais su aimer autre chose que toi-même. Tant que tu ne changeras pas vraiment, Mami Wata ne te libérera jamais. Et maintenant, mes amis, nous arrivons au cœur du sujet, le secret final que je vous avais promis de partager au début de notre voyage. C'est la vérité dont les anciens d'Anéo ne parlent qu'à voix basse, avec révérence, une histoire réservée à ceux qui ont la patience d'écouter et le cœur de comprendre. Kofi Mensa, l'homme arrogant de la ville, n'a jamais quitté le village d'Anéo. Il n'est pas mort, et il ne s'est pas échappé. Il est, en fait, toujours là, à ce jour. Il a finalement trouvé le changement dont Akoshiwa avait parlé, la profonde transformation nécessaire pour apaiser l'esprit de la rivière. Ce ne fut pas une épiphanie soudaine, mais un processus lent et graduel, né de longues années de souffrance, d'une humiliation profonde et d'une solitude écrasante. Quelque chose en lui ne s'est pas juste brisé, cela s'est fracassé, et à partir des morceaux, quelque chose de nouveau et de meilleur a été minutieusement reconstruit. Au fil des longues et paisibles années, il a appris la leçon que Mami Wata lui avait destinée. Il a appris l'humilité, un concept autrefois entièrement étranger à sa nature. Il a découvert la satisfaction profonde et tranquille de servir les autres, au lieu de les utiliser pour son propre profit égoïste. L'homme qui avait autrefois cherché à posséder et à contrôler est devenu le protecteur le plus dévoué de la rivière. Il est devenu le gardien discret et sans prétention du fleuve Mono, le vieil homme que l'on trouvait toujours sur les rives, aidant patiemment les pêcheurs à réparer leurs filets, celui qui éloignait doucement les enfants joueurs des courants plus dangereux de l'eau. Il a trouvé un nouveau but, non pas en prenant, mais en donnant, dédiant sa vie à l'endroit même qui le retenait captif. Les villageois, avec le temps, l'ont accepté comme l'un des leurs. Le souvenir du marchand cruel et riche qu'il était autrefois s'est estompé au fil des saisons, érodé comme une pierre dans le courant de la rivière. Les jeunes générations qui ont grandi dans le village ne savent rien de son sombre passé. Pour eux, il est simplement le vieux Kofi, le gardien étrange, mais inoffensif de la rivière. C'est l'excentrique tranquille qui se parle parfois à lui-même, perdu dans des conversations avec l'eau, l'homme qui connaît tous les secrets des méandres et des humeurs de la rivière, chaque murmure de ses courants. Son passé a été emporté, ne laissant que l'homme doux et pénitent qu'il a été forcé de devenir. Mais moi, mes amis, je connais la vérité complète de son histoire, car c'est Akoshiwa elle-même qui me l'a racontée avant de quitter définitivement le monde des hommes. Oui, Akoshiwa est également parti. Sa mission terrestre avait atteint sa conclusion. Un matin, les villageois se sont réveillés pour trouver ses simples vêtements soigneusement pliés sur la rive et posés dessus, sa perle sacrée, brillant doucement dans la lumière de l'aube. Il n'y avait pas de corps, aucun signe de lutte. Elle était simplement rentrée chez elle. Elle était retournée dans les profondeurs fraîches et éternelles pour être avec Mami Wata, son esprit rejoignant enfin sa source divine, son devoir envers le monde humain accompli. Elle avait guéri la rivière et sauvé l'âme d'un homme. Depuis le jour du départ d'Akoshiwa, le fleuve Mono a retrouvé toute sa pureté et sa grâce d'antan. La noirceur anormale a reculé et l'eau a de nouveau coulé claire et vivifiante. Les poissons, qui avaient disparu pendant la période de la malédiction, sont revenus en abondance, remplissant les filets des pêcheurs reconnaissants. Les récoltes de riz plantées le long des rives fertiles ont de nouveau poussé hautes et fortes, leurs racines nourries par les eaux désormais bienveillantes. Mami Wata avait enfin cessé de pleurer. Le poison de sa tristesse avait été purifié par la véritable repentance de Kofi et le sacrifice ultime d'Akoshiwa. L'harmonie était restaurée entre le monde des esprits et le village d'Anéo. Pourtant, certains disent qu'Akoshiwa n'est jamais vraiment parti.
Les nuits où la pleine lune est un disque d'argent parfait, suspendu dans le ciel, projetant un chemin miroitant sur la surface du fleuve, ceux qui ont des yeux patients et des cœurs ouverts peuvent parfois les voir. Ils rapportent avoir vu deux silhouettes éthérées se déplaçant gracieusement dans l'eau, leurs formes fluides et lumineuses. Ce sont Akosiwa et Mamiwata, dansant ensemble dans les profondeurs, leur mouvement une célébration de leur retrouvailles, éternellement libres et sans contrainte. Leur présence joyeuse est une bénédiction sur l'eau, un rappel de la magie qui se trouve juste sous la surface de notre monde, un secret magnifique et durable. Et les observant depuis la rive, une figure silencieuse et solitaire se tient. C'est le vieux Kofi, son visage illuminé par le clair de lune, un sourire doux et paisible ornant ses lèvres. Il a enfin compris la profonde leçon qui lui a coûté son ancienne vie. Il a appris que le véritable amour, que ce soit pour une femme ou pour le monde naturel, n'est jamais une question de possession. Il ne s'agit pas de propriété ou de contrôle. Le véritable amour est un acte de révérence, de respect, et finalement, il s'agit d'avoir la force et la grâce de laisser aller. Il a trouvé sa liberté, non pas en quittant le fleuve, mais en apprenant à l'aimer pour ce qu'il était, non pas pour ce qu'il pouvait en tirer. Et voilà, l'histoire des larmes de Mamiwata. C'est une histoire qui nous enseigne une leçon intemporelle et vitale, que la nature, tout comme le cœur d'une femme, ne peut être possédée ou conquise. Nous avons simplement le privilège d'emprunter sa beauté et sa générosité pendant le court laps de temps d'une vie, un temps précieux qui nous est donné pour apprendre à l'aimer véritablement, profondément et respectueusement. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez près d'une rivière qui coule, arrêtez-vous un instant. Écoutez attentivement son murmure. Peut-être entendrez-vous le faible et joyeux rire d'Akosiwa alors qu'elle danse avec sa mère spirituelle dans les profondeurs éternelles. Et n'oubliez jamais, respectez l'eau, respectez les femmes, respectez la nature, car ces trois-là ne sont que des manifestations différentes du même mystère sacré et puissant.